Eh ben, allons-y, c'est parti. Tout d'abord, alors déjà bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire Essaim. Merci à vous, tous d'avoir, rejoint ce webinaire et de prendre le temps avec nous pendant 1 heure pour échanger sur le sujet en question. Donc peut-être juste en 2 mots quand même pour, vous parler Essaim si vous ne connaissez pas Essaim. Essaim, en fait, c'est quoi? Essaim, c'est un projet qui est porté par France 2030. Son objectif, en fait, est de créer en 3 ans un nouveau modèle de référence pour les acteurs de la formation et donc un modèle qui vise, à renforcer les pratiques de conception et d'animation de tous les dispositifs de formation dans un objectif in fine de garantir l'employabilité durable des apprenants. Mais vous verrez, si tout ça n'est pas très clair, on aura l'occasion de reparler en fait, du dessin, du projet, de la démarche tout au long du webinaire. Vous allez voir, les liens qui seront faits. Le thème en fait qu'on va aborder aujourd'hui sur lequel, voilà, vous êtes inscrits, c'est, celui du sujet des cadres systémiques. On va décrypter, avec nos intervenants, leur impact sur les comportements, mais aussi la performance d'un collectif. C'est de se dire, en fait, comment l'environnement dans lequel nous nous trouvons va pouvoir en fait influer nos comportements et notre performance, soit de manière positive, ça c'est dans l'idéal, mais aussi malheureusement de manière négative. On verra cet aspect-là. Et donc, la thématique de ce webinaire-là, elle vient aussi nourrir toute la démarche collaborative Dessin, nourrir nos réflexions. L'idée, en fait, c'est de vous apporter d'autres regards, voilà, pour venir vous nourrir, vous en tant qu'acteur de l'écosystème emploi, formation, RH. Et donc, pour aborder cette thématique aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir 3 super intervenants qui sont avec nous. Mais je vais peut-être vous laisser vous présenter peut-être en 2 mots plutôt que le faire pour vous. Je préfère vous laisser la parole comme ça me permet de vous présenter. Donc vas-y, peut-être Boris, je vois que tu es en grand pour nous pour l'instant. Si Valentin, tu arrives à mettre Barbara aussi, Oui, si et tu veux, je peux commencer ça serait rapidement. bien. Donc, bonjour à toutes Vas-y. et à tous, ravi d'être là. Donc là, voilà, je suis en direct d'un atelier d'artiste, hein, c'est pour ça que vous voyez, c'est un peu bohème chez moi. Mais en vrai, sinon, je suis philosophe et entrepreneur et j'ai participé à beaucoup de choses autour de l'innovation RH. Voilà, j'ai cofondé des entreprises comme Collectif Z, The Game, Job Company, puis aussi j'ai cofondé des collectifs, justement, dont le Lab RH, France Apprenante. Voilà, donc moi, j'œuvre beaucoup dans comment mettre la pensée au service de l'action dans le monde, notamment de l'innovation RH. Super, merci Boris. Véronique ou Barbara, je vous laisse vous présenter aussi. Oui, donc Véronique Thomas, moi je suis responsable du bilan de compétences, de la validation des acquis de l'expérience et puis de l'accompagnement des salariés licenciés économiques dans un cabinet conseil RH qui s'appelle Catalyst Conseil. Et donc, cabinet qui, depuis 35 ans maintenant, accompagne les mobilités, les carrières des salariés et puis la performance des entreprises, notamment qui veulent travailler à l'évolution des compétences de leurs salariés, maintenir la qualité de vie au travail et puis prévenir les risques psychosociaux. Et puis, Catalyst est labellisé ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, l'utilité sociale du cabinet est un marqueur qui nous tient particulièrement à cœur. Merci Véronique. Et Barbara, on te laisse. Alors, ton micro est désactivé. Hop, ça y est. Toujours le piège. Vas-y. Barbara Musard. Donc moi, je travaille pour l'éducation nationale, pour le réseau des Greta. Je suis conseillère en formation professionnelle sur la région académique PACA, donc dans le sud. J'ai des missions, enfin, dans le réseau des Greta, on a pour mission de mettre en œuvre la formation et la prestation pour un public adulte de formation continue. Et pour ce qui concerne mes missions en particulier, ça va être du pilotage de projet au niveau académique, et puis avec des missions transversales, et notamment sur l'innovation avec ma collègue Mireille qui s'est présentée dans le chat, entre autres. Voilà, je suis ravie d'être là. Avec Véronique, on fait partie de la même promotion dans le cadre d'Essaim. Et on est là pour réagir aux propos de Boris et puis exemplifier avec nos expériences sur le terrain.
Super, merci Barbara, merci Véronique et Boris. On aura l'occasion de vous expliquer, et Barbara surtout, hein, et Véronique, vous expliquer aussi leur rôle dans le cadre du projet S1 et puis vous inspirer aussi peut-être pour vous dans le cadre de vos écosystèmes. Donc, juste quelques infos avant de démarrer. On est ensemble donc pour 1 heure jusqu'à 14h30. L'idée, c'est qu'on aura un premier temps déjà avec Boris pour nous poser le cadre, les concepts, etc. Ensuite, il y aura une partie débat avec Véronique et Barbara pour voilà, vous donner des exemples, illustrer tout ce qui se dit. Et à la fin, on se gardera un temps de questions-réponses avec vous de 10-15 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez les poser au fil de l'eau sur le chat. Et nous, on reviendra sur ces questions à la fin du webinaire. Ce que je vous inviterai aussi, c'est peut-être à désactiver vos micros, comme c'est plutôt une première partie, merci, qui sera plutôt d'intervention de nos speakers. Voilà, on va leur laisser voilà, la parole. Et que vous dire de plus? Oui, je voulais vous dire aussi qu'il y aura un replay, un enregistrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, de cette session. Donc, si jamais vous ne voulez pas apparaître sur le replay, notamment avec les caméras, n'hésitez pas à les désactiver. Voilà, comme ça, vous n'apparaîtrez pas forcément dans le replay. Donc, voilà. Et donc, voilà, je vous ai donné toutes les informations. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de démarrer. C'est parti. Et pour démarrer, eh ben, je vais laisser la parole à Boris, qui va nous poser le cadre sur le sujet des cadres systémiques. Donc, Le beaucoup cadre de du notions de cadre, cadre. voilà. Le cadre des cadres, voilà. Ça marche, parfait. Ok, alors déjà, je vais de partager Oui. mon écran, on va faire les choses dans l'ordre. Et si tout va bien, vous allez voir un truc apparaître. Est-ce que vous voyez mon écran? Avec ce charmant jeune homme. Oui, eh bien Formidable. oui, c'est toi avec un chapeau. Exactement, voilà. Parce que j'aime bien les chapeaux. J'en ai pas un aujourd'hui, mais j'aime bien les chapeaux. Alors en fait, je vais essayer de tenir voilà, sur une vingtaine de minutes pour reposer un petit peu, comme tu disais, les notions de qu'est-ce que c'est ces cadres systémiques, quel rapport ça a avec les organisations, leur futur et la question de la performance. Alors justement, ça tombe très bien parce que finalement, moi, j'y suis arrivé par cette question-là, parce que depuis que j'ai découvert mon entreprise et de l'accompagnement de sa transformation, j'entends sans arrêt parler de la question de la performance. Soyons performants, la performance c'est essentiel, etc., etc. Et en bon philosophe, en fait, je faisais un peu comme Socrate, j'allais voir les dirigeants, et je leur disais: «Mais c'est quoi la performance, en fait?» Et là, je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant, c'est que finalement, on confond beaucoup, si vous voulez, comment dirais-je? Les causes et les effets, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que finalement, quand on parle de performance, on va beaucoup parler d'indicateurs pour mesurer la performance, mais c'est pas ça qui est la cause de la performance. Et en fait, quand on se pose la question très simplement: «Mais au fait, la performance, c'est quoi?» Très vite, on arrive un peu dans un champ lexical où vous allez avoir en fait, la notion de résultat, et cetera. Bah, en fait, tout ça effectivement, c'est ce qui permet de mesurer la performance. Mais la performance que vous pouvez déjà peut-être commencer un peu à explorer comme idée, c'est, oui, c'est le résultat, mais si par exemple vous avez, je sais pas moi, 2 équipes commerciales dans une organisation qui font le même chiffre d'affaires à la fin d'année, mais que l'une d'entre elles, eh ben, a eu en fait beaucoup moins de moyens, a eu plein de problèmes, le manager n'était pas là pendant 3 mois parce qu'il était malade, mais elle a quand même réussi à faire le même chiffre d'affaires. Bah, si vous comparez les 2, vous allez me dire: «Mais effectivement, c'est quand même la 2e équipe qui est la plus performante». Pourquoi? Parce que finalement la performance, oui, c'est le résultat, mais le résultat en fait, il est remis dans son contexte. Et de la même manière, bah, si je vous donne en fait, voilà une recette à un groupe de 10 personnes et que quelqu'un arrive à la faire au bout de 3 essais et que l'autre personne arrive à la faire au bout de 50 essais en ayant, manqué de brûler la cuisine quoi, et ben, vous allez me dire en fait, c'est quand même plutôt la première personne qui a été performante. Donc c'est vraiment cette question de, regarder le résultat en fait, mais dans quel contexte il a été produit. Et vous allez voir en fait que ça nous amène assez vite à cette question effectivement des cadres. Donc là, je reprends la définition de mon cher, ami, et partenaire et complice Jérémy, la performance, c'est ça, en fait, c'est ce qu'il explique dans son livre, Les compétences du XXIe siècle. Alors, un autre expert sur la question, c'est le Shadok, en fait, qui va nous dire, finalement, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus ça a de chances que ça marche. Bon, si on prend par l'absurde, c'est aussi un petit peu ça. Donc, en tout cas, c'est produire une stratégie d'action efficace avec le moins d'essais-erreurs possible. Donc, une fois qu'on a défini la performance comme ça explique pas du tout, en fait, les causes de la performance. Ça explique pas du tout, en fait, les facteurs qui sont derrière la performance. Et en fait, quand, j'ai commencé, moi, à creuser cette question il y a bien des années, en fait, ça m'a amené à, bah, un peu à ce que disent les scientifiques là-dessus, et notamment, en fait, les sciences sociales et notamment dans les sciences sociales, tout ce qui est la psychologie, notamment, toutes les approches autour de tout ce qui est, psychocognitif, quoi, et également les sciences sociales avec,
avec tout ce qui est autour de la psychologie des collectifs, quoi. Et en fait, l'une des premières grandes études en sciences qui a été menée là-dessus, ça nous ramène à l'après-guerre, donc en fait aux années 50, où finalement l'armée américaine, puisque les armées sont très pragmatiques, ils ont vraiment besoin d'avoir des choses très opérationnelles, s'est posé exactement ces questions en disant, mais finalement on voit bien que dans nos équipes, on a des équipes qui performent, d'autres pas, et on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi. On a des idées, mais quelles sont vraiment les hypothèses scientifiques? Donc ils ont fait appel en fait à un jeune chercheur qui allait connaître une très grande carrière, parce que finalement, par la suite, il va rejoindre Palo Alto, et puis il va mettre en place des modèles extrêmement innovants en psychologie, qui s'appelle en fait Will Schutz. Et ils vont proposer à Schutz en fait d'aller observer pendant des mois des équipes de l'US Navy qui font exactement la même chose. C'est-à-dire c'est des centres de communication où les gens ont exactement le même livrable, sauf qu'effectivement, vous avez des performances très dissemblables entre les équipes. Donc il va se balader d'un coin à l'autre et il va poser des hypothèses en disant, mais finalement, la performance, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une histoire de qualité de management, ça peut être une histoire d'espace de travail, ça peut être une histoire de qualité d'outils, ça peut être la compétence individuelle des gens, ça peut être la clarté de la vision, la répartition des rôles, toutes ces choses-là, en fait. Alors, j'ai fait une espèce de mise à jour, en quelque sorte, de toutes les idées, en fait, qu'a commencé à explorer Schutz, en rajoutant des choses qui n'existaient pas à l'époque, comme voilà, le digital, la numérisation, l'IA, etc. Et tout ça, ça pourrait être finalement des explications possibles de la performance. On pourrait même voter dessus pour voir un peu quelles sont voilà, les croyances de chacun d'entre nous sur ça. Et ce qui est assez fascinant, imaginez-vous, en fait, là, il y a plein de choses, qualité de management, clarté des objectifs, absence de conflit, tenue des plannings, avoir un esprit collaboratif, une vision inspirante, des primes, la compétence individuelle, une ambiance détendue, un bon salaire, voilà, l'IA qui apparaît maintenant, le niveau de diplôme, digitalisation du travail, l'apprentissage en continu, process, l'esprit entrepreneurial ou intrapreneurial, la gestion de projet agile, des bons indicateurs de performance, ça peut aussi compter, enfin de voir comment on est performant. Ça peut être effectivement un moteur. Et niveau culturel, pourquoi pas, parce que finalement, plus on a de connaissances sur le monde en général, et plus ça peut contribuer. Figurez-vous en fait que sur l'ensemble de ces facteurs, Schutz, en fait, il s'est retrouvé bien embêté parce qu'aucune hypothèse n'était correcte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les dizaines d'équipes qu'il était en train de suivre au sein de l'US Navy, il y avait toujours des contre-exemples. Vous pouviez avoir par exemple une équipe où tous les gens étaient individuellement performants, mais en fait, en équipe, c'était une catastrophe. Vous pouviez avoir des gens en fait où dans une équipe, il y a un mauvais manager, et dans une autre équipe, il y a un bon manager, et c'est pourtant l'équipe où il y a le mauvais manager qui a la meilleure performance. Vous pouvez avoir en fait des équipes où les espaces de travail sont beaucoup moins favorables, pourtant l'équipe va être plus performante. Vous pouvez même avoir des équipes en fait où le sens n'est pas du tout clair, les rôles ne sont pas bien partagés, pas bien définis, et pourtant, de la même manière, en fait, l'équipe va être plus performante. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que lui, il a mis des années, vraiment, il a mis des années, si vous voulez, à décoder quel était l'ingrédient secret de la performance. Et en fait, sans savoir tout ça, bien des années après, là, on fait un saut dans le temps, on est en 2010, et Google, en fait, s'est posé la même question en se disant, mais qu'est-ce qui nous rend performants? Qu'est-ce qui rend les équipes de Google performantes? Alors, ils ont fait un peu la même chose, mais pas avec les mêmes outils. Comme c'est Google et que c'est beaucoup des ingénieurs, etc., ils ont plutôt utilisé de l'algorithmie. Et ils ont comparé, ça c'est vraiment le point commun avec l'armée américaine, ils ont comparé plein d'équipes à l'international, dans plein de pays différents de Google, en disant finalement quelle peut être la bonne hypothèse, et finalement en trouvant des discriminants et puis des dénominateurs communs, on va bien finir par comprendre ce que c'est. Et ils sont tombés sur aussi la même impasse, et eux, ça leur a pris 2 ans à comprendre ce que c'était. Tellement, en fait, c'est pas intuitif, en fait, au départ. Et quand vous regardez tout ça, alors peut-être que je vous invite peut-être à choisir que, voilà, 2-3 facteurs qui vous paraissent vraiment les facteurs de performance les plus importants dans un collectif. Et là, ça y est, ça va être la grande révélation, c'est qu'est-ce qu'a découvert Schutz, qu'est-ce qu'a découvert Google après ces années de recherche? Eh bien, ils ont découvert en fait que l'ingrédient secret, en fait, il y en a 2 en réalité, mais il y en a un qui est quand même pas si évident à trouver, quoi. C'est ce que Schutz appelle le cadre de sécurité psychologique. Et qu'est-ce que c'est en fait le cadre de sécurité psychologique? En fait, dans les sciences sociales, ça a une signification bien précise. C'est ce qui fait que quand vous arrivez le lundi matin au travail, vous n'avez pas une boule au ventre et que vous êtes capable en fait de dire très franchement la vérité, notamment la vérité sur ce qui vous fait peur en ce moment et sur vos besoins en ce moment et ce dont vous avez envie en fait en ce moment. Voilà, c'est tout simplement ça. Et pourquoi c'est tellement important? Et Schultz après, quand il a trouvé le truc, il a dit: «Mais Eureka, bien sûr!» C'est que tout simplement, quand il n'y a pas de cadre de sécurité psychologique, automatiquement, notre cerveau en fait est construit de façon à mettre en place ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. Une stratégie d'évitement, c'est que si j'ai l'impression que ce que je vais dire va être utilisé contre moi, en fait, je ne vais pas le dire
et je vais tout de suite penser à qu'est-ce que je vais faire si jamais il y a un problème pour ne pas être le bouc émissaire. Et c'est notamment en fait ce qui a donné des catastrophes mondiales, comme la crise des subprimes, voilà, souvenez-vous, hein, en 2009, quand finalement tout le système économique mondial a failli partir à volo. Et ce qui était quand même fantastique, c'est qu'on a su après coup qu'il y avait des codires de grandes banques qui savaient tout 2 ans avant. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les informations sur les actifs toxiques et tout ce que ça allait déclencher, mais personne n'osait rien dire en fait. Pourquoi? Parce que les gens se disaient: «Mais si jamais en fait c'est moi qui parle là au sein du CODIR, je deviens le seul lanceur d'alerte en fait et je veux dire le fusible du système et donc le bouc émissaire, donc il vaut mieux que je ne dise rien du tout». Vous voyez? Et jusqu'où les abcès peuvent gonfler finalement et quelle catastrophe ça peut provoquer. Et donc finalement, il y a toutes sortes de stratégies qu'on va mettre en place, hein, les emails par appel, et cetera. Donc en tout cas, dans tous les cas, s'il n'y a pas de cas de sécurité psychologique, on va mettre 80 à 90 de l'énergie, hein, selon les études de Schutz, non pas à résoudre les problèmes en co-responsabilité, mais à se protéger des conséquences des problèmes contre les autres. Voilà. Donc après, il y a un deuxième facteur, hein, qui est le deuxième grand pilier en réalité de la performance, qui est la diversité. Parce que en fait, l'intelligence collective, il y a aussi plein d'études qui ont été faites sur la question. Et en fait, ça démontre que l'intelligence collective, ça a besoin de diversité parce qu'évidemment, plus vous avez des points de vue différents dans un collectif, plus vous allez trouver des solutions créatives et originales à n'importe quel problème. Et par ailleurs, quand vous avez beaucoup de diversité dans un collectif, c'est ce qui va faire que vous allez être inspiré parce que vous allez voir des gens très très différents de vous. Et ça va en fait vous montrer tout le potentiel encore non exprimé que vous avez en vous. En fait. Mais le truc, c'est que vous avez beau faire un collectif hyper divers, dans une équipe, dans un codir, etc. Bah, en fait, si vous n'avez pas de cadre de sécurité psychologique, ça ne servira pratiquement à rien, en fait. Parce que les gens, même s'ils ont plein de points de vue très, très différents, ils n'oseront pas les exprimer, quoi. Et de la même manière, si vous avez un collectif avec un très fort cadre de sécurité psychologique, mais que, il y a très peu de diversité, bah, effectivement, les gens vont oser s'exprimer très ouvertement, quoi, mais comme tout le monde aura le même point de vue, ça apportera beaucoup moins de choses. Donc vraiment, la combinaison des 2, ça donne des collectifs surpuissants et tout à l'heure, on verra quelques exemples d'entreprises comme ça. Donc il y a 3 ingrédients. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, si vous voulez, c'est qu'on pourrait se dire: «Bon, bah, quelque part, il y a des organisations qui ont la chance d'avoir un cadre de sécurité psychologique et d'autres qui n'ont pas cette chance-là». Pas du tout, c'est pas du tout une question de chance, c'est vraiment une question de construction, c'est de l'ingénierie, hein. C'est de l'ingénierie, le cadre de sécurité psychologique et d'ailleurs, Schutz et ensuite d'autres psychologues, sociologues et cetera, ont construit des modèles, ont construit des outils, des méthodologies pour, effectivement, planifier et mettre en place ce cadre. Donc il y a 3 dimensions dans l'approche de Schutz. Bon, il y a d'autres référentiels, on va utiliser la sienne là. Il dit en fait, chacun d'entre nous a plus ou moins besoin d'inclusion. L'inclusion, c'est que je ne me sens pas exclu du groupe. Si je me sens exclu, en fait, automatiquement, je me ferme émotionnellement, donc je ne vais plus partager ce que je ressens. La reconnaissance, c'est quand en fait, mon chef me dit: «Ben tiens, vas-y, je te confie, ce projet-là pour la fin de la semaine». Si je sens du doute dans ses yeux, si je sens que les autres ne me font pas confiance quand ils me confient une tâche, je serai à moins de 50 de mes capacités. C'est souvent du langage non verbal, hein, la reconnaissance. Voilà, mais c'est vraiment est-ce que par exemple, juste la question, un petit rituel qui est: «Est-ce que tu sens quand je te fais confiance? Est-ce que tu sens que le groupe te fait confiance?» Si en fait la personne vous répond: «Bah, pas tellement en fait», là, ça veut dire qu'il y a effectivement un manque au niveau de ce cadre. Donc ça se pallie par tout ce qu'on appelle toutes les techniques autour de l'économie de la reconnaissance. Et l'ouverture, c'est souvent ça le plus difficile. L'ouverture, en fait, c'est l'idée que, on s'ouvre émotionnellement quand on sent que les figures inspirantes qu'on a autour de nous, notamment les managers et les dirigeants, sont eux-mêmes vulnérables et ouverts. Ça, pour expliquer l'ouverture, je prends souvent l'exemple, en fait, des travaux d'un psychanalyste anglais qui s'appelle Donald Winnicott, qui dit, en fait: «Il y a rien de pire pour des enfants que d'avoir des parents parfaits». Si j'ai un père ou une mère parfaite, et bah, quelque part, en fait, j'ai un modèle qui est inatteignable. Et quand j'ai un manager ou un dirigeant parfait, mais comme personne n'est parfait, ça veut surtout dire quelqu'un qui cache ses erreurs, en réalité, qui n'est pas vulnérable, et ben, toute ma vie, en fait, j'aurai une faible estime de moi, et j'aurai un sentiment d'être inefficace. Je me sentirai en incompétence, finalement, parce que j'ai des figures autour de moi qui sont des figures de gens qui se rendent inaccessibles. Donc l'ouverture, en fait, c'est accepter de dire quand on fait des conneries, quand on fait des bêtises, mais c'est aussi accepter et être vraiment, en fait, capable de dire: «Bah, quand j'ai bien fait quelque chose, je l'assume et je me reconnais pour l'avoir réussi, quoi». Donc c'est vraiment ça ce qu'on appelle la vulnérabilité et la vulnérabilité, c'est ce qui fait quelque part un peu la différence entre des gens forts et des gens puissants. La puissance, c'est vraiment, en fait, quand vous avez de l'ouverture émotionnelle. Donc quand vous avez ces 3 ingrédients, donc le contraire, hein, c'est l'exclusion, l'humiliation et la fermeture. Donc quand vous avez des collectifs où vous avez de l'inclusion, de la reconnaissance et de l'ouverture, quel que soit votre besoin sur chacun de ces 3 axes, ça sera assez comblé pour que vous vous sentiez en sécurité pour vous ouvrir et quand il y aura un problème, on va le co-traiter, on va être en co-responsabilité pour le traiter en intelligence collective. Alors le cadre de sécurité psychologique, que je vais appeler ici le cadre relationnel, ça n'est pas le seul. C'est important parce que finalement,
Schutz, il a vraiment découvert ces dimensions-là, il a beaucoup construit là-dessus. Mais les travaux de Google et d'autres travaux qui ont été faits dans cette discipline qui s'appelle la systémique ont démontré en fait qu'il y avait 4 autres cadres complémentaires. Donc ça, c'est un peu dans mon modèle à moi, que je parle de 4 cadres en fait, mais on peut partir là-dessus parce que je pense que c'est assez, voilà, c'est un beau panorama, quoi. Donc vous avez le cadre relationnel. Là-dessus se construit le cadre de sens. Parce que quelque part, quand une organisation, vous voyez, se transforme sur la base du cadre relationnel, pour raconter une petite anecdote, voilà, j'ai rencontré il y a des années en fait le patron de Kiabi, Nicolas Hénon, et qui est quelqu'un de très très authentique, très puissant et très authentique. Et en fait, le premier jour, quand il est rentré dans la boîte, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a pris complètement au hasard dans les couloirs 7-8 managers et il a dit: est-ce que vous avez un petit temps pour qu'on échange ensemble? Les gens disent: mais vous êtes qui exactement? Bah, je suis nouveau DG. Ah bon, d'accord. Bon. Donc en fait, ils se retrouvent ensemble à la fin de la journée. Et là, Nicolas dit: bah voilà, je suis très content d'avoir rejoint Kaby. Moi, j'espère que je vais faire quelque chose de grand ici. C'est la plus grosse boîte que j'ai jamais dirigée, donc j'ai un peu peur. Voilà, etc. Puis en même temps, voilà, je me dis, ça va bien se passer. Puis ils se disent: mais qu'est-ce que c'est que ce fou là qui s'ouvre complètement à nous comme ça? Et finalement, ça a été formidable parce qu'ils ont passé 3 heures au lieu d'1 heure à échanger ensemble. Et Nicolas leur a dit: mais est-ce que ça vous a plu comme exercice? Ils ont dit: mais oui, c'était génial, c'était formidable. Moi, j'ai même pas l'occasion de faire ça avec mes amis ou avec, même, avec ma femme, ma famille, et cetera. Il leur a dit: «Bah, si ça vous plaît, moi je protège, voilà, faites ça 1 heure par mois, pardon, une journée par mois, en fait, et par contre, le seul truc que je vous demande, c'est que vous ne parlez pas de sujet, boulot. Vous parlez pas, en fait, de sujet opérationnel, pour que ça soit vraiment des salles de résonance sur ce que vous ressentez». Et en fait, au bout de 6 mois, Kiabi, donc ils ont mis en place le cadre de sécurité psychologique et au bout de 6 mois, spontanément, ils ont commencé à discuter du sens de leur travail. En disant: «Mais finalement, moi, ma raison d'être, la raison d'être de l'équipe, la raison d'être de l'entreprise, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire ensemble?» et cetera. Donc, petit à petit, le cadre de sens a commencé à se construire là-dessus. Donc ils ont lancé un nouveau process vision, où ils ont réinventé la raison d'être, ils ont réinventé, en fait, la mission, les valeurs, et cetera, enfin reprécisé en tout cas. Et là-dessus, ils ont commencé à discuter la question des rôles. Finalement, comment on répartit les rôles différemment? Jusque-là, c'était très hiérarchique, très pyramide de pouvoir. Comment on fait quelque chose de beaucoup plus vivant? Donc, ils sont allés sur des principes de sociocratie, et cetera. Alors, le cas de Sens aussi, c'est génial. Ils ont fait un roman en interne qui n'a jamais été diffusé à l'extérieur, donc un roman à la transformation de Kiabi, quoi. Et puis ensuite, ça a atteint le cadre opérationnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a précisé les 3 premiers cadres, ils sont intéressés à la question de mais vraiment, en fait, finalement, les process, la conduite de projet, et cetera, le lean management, voilà, ça commençait à venir à ce moment-là. Et quand vous faites du lean avec les 3 infra, en fait, en dessous, là, vraiment, c'est pas du lean pour faire semblant, c'est que vous êtes vraiment agile, en fait. C'est que ça permet de faire une agilité qui est vivante, organique, quoi. Et le cadre d'apprenance, ça vient tout naturellement parce que il y a tellement d'organisations, vous voyez, qui lancent des learning management systems, qui disent aux gens: «Partagez la connaissance». Et en fait, si je ne me sens pas sécurisé, psychologiquement, émotionnellement, parce que je me dis: «Bah, je vais partager la connaissance, mais ça va servir à quoi?» et cetera. Je ne me sens pas reconnu derrière, bah, je ne vais pas le faire, en fait, tout simplement. Et le cadre d'apprenance, c'est un petit peu ce qui synthétise tout le reste et ce qui va permettre, en fait, de faire circuler, en permanence par rapport à tous les 4 autres cadres. Vous voyez vraiment, ça fait une espèce de cercle vertueux quand tous ces cadres s'emboîtent. Donc là, je vais aller très vite, hein, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a dit là sur le cadre relationnel avec quelques exemples d'entreprises qui ont vraiment fait des choses formidables sur le cadre relationnel. Donc, Bridgewater Associates qui a cette culture de la vérité radicale, ils sont extrêmement authentiques. Vraiment, l'accent est mis là-dessus, ils recrutent là-dessus, ils forment là-dessus. Etsy, voilà, qui prend vraiment les erreurs, les essais, on pourrait dire, comme des opportunités d'apprentissage. Donc Kiabi, hein, j'en ai parlé à l'instant, Pacifica, j'ai pu visiter l'une de leurs filiales qui est vraiment passionnante, quoi, avec des systèmes de primes qui sont reconstruits, où en fait, tout le codir, c'est formé au coaching. Sur le côté, en fait, j'ose exprimer mes émotions, j'ai pas peur d'être vulnérable, dire que j'ai fait des erreurs et tout ça. Et Pixar, ils ont un côté, en fait, où pour faire ça de façon vraiment non violente, en fait, on se dit exactement ce qu'on pense de façon très authentique, mais à travers de l'écrit. Ces petites notes, en fait, qui font les matins comme ça, et les équipes comme ça peuvent se dire les choses de façon très ouverte et authentique. Voilà, sur le cas de Sens, bah, vous avez l'exemple de Patagonia qui a vraiment construit une raison d'être très puissante, quoi. Ils donnent en fait des primes, des systèmes en fait qui peuvent être réinvestis pour aider des associations et du temps aussi des employés. Je crois que c'est 15% du temps chez eux pour des associations. Tesla, en fait, il y a aussi une raison d'être inspirante, Interface, Médias sans frontières, etc. Donc ça, c'est plusieurs exemples où vraiment la performance est construite sur ça. La gouvernance, donc vous avez peut-être entendu parler de la sociocratie, l'holacratie, tous ces systèmes en fait innovants qui permettent de faire voilà, des votes sans candidat, des décisions par consentement, des systèmes de double lien avec des cercles thématiques, etc. Donc là, vous avez des exemples comme Burgzorg, ING Bank, Spotify, Morningstar qui ont exploré des choses comme ça, avec les outils toujours qui vont avec. Hein, voilà. Le cadre opérationnel, alors évidemment, j'ai Lean Management qui est très connu, qui vient de Toyota.
Apple, qui est connu pour avoir la meilleure chaîne logistique au monde, les Six Sigma de General Electric, des choses comme ça. Et vous avez enfin le cadre d'apprenant. Ça, c'est moins développé aujourd'hui, souvent dans les entreprises. Mais là, vous avez vraiment des exemples d'entreprises, par exemple, qui réservent énormément de temps pour apprendre, pour la formation, pour la montée en puissance des compétences des dirigeants et des managers. Covea, qui est la plus grosse communauté en France de co-développement, des programmes d'apprentissage. Voilà, et beaucoup aussi, mais de plus en plus, de la formation-action, quoi. C'est-à-dire, en fait, j'apprends en situation de travail. Avec cette idée, en fait, que je me développe humainement, personnellement, quoi, et que donc l'entreprise investit dans mon développement personnel, mais qu'elle aura un retour sur investissement parce qu'elle-même, en fait, va rayonner et grandir à travers ça. Voilà, je finirai juste là-dessus pour vous dire, ça, c'est une vision très personnelle, hein, mais parce que je pense que finalement, pour moi, demain, l'avenir du management, c'est le manager facilitant. Donc, le manager facilitant, il n'est pas censé faire tout ça en même temps, hein, loin de là. Mais je pense vraiment, en fait, l'important, c'est qu'il comprenne de plus en plus, qu'il change de lunettes et qu'il réalise que, finalement, on jugeait beaucoup les individus, jusque-là, si vous voulez, justement, sur ce qu'ils faisaient individuellement. Et pour moi, enfin, le basculement, il va être, en fait, de comprendre que finalement, plus de 80% de nos comportements individuels, en fait, sont dus aux règles tacites invisibles du système. Et qu'en fait, quand vous changez ces règles-là, ça change totalement la configuration de toute l'organisation et ça explique des phénomènes qu'on voit tous les jours, mais sans vraiment creuser ce qu'il y a derrière. Typiquement, vous voyez, un collaborateur, une collaboratrice, on dit souvent c'est un bras cassé, il n'y arrive pas, etc. Il change d'équipe et tout d'un coup, il explose, il se révèle ou elle se révèle, devient performant, etc. Et bien, c'est que le cadre a changé en fait. C'est que sur une dimension d'inclusion, de contrôle, d'ouverture, etc., la personne est enfin nourrie et peut se révéler. Et de la même manière, évidemment, ça peut marcher dans l'autre sens. C'est aussi pour ça, en fait, que vous avez des organisations où il y a 100% de turnover sur, par exemple, 3 ans, et les gens, en fait, sont toujours aussi désengagés derrière. C'est des questions de cadre, en fait, tout ça. C'est de la systémique. Et quand vous changez de point de vue, quand vous prenez, en fait, les lunettes, en fait, d'un systémicien ou d'une systémicienne, tout d'un coup, en fait, vous regardez plus du tout les choses de la même manière. Quand vous rentrez dans une salle, quand vous regardez la façon dont les équipes interagissent, vous regardez plus du tout vraiment l'individu, vous regardez d'abord ce qui se passe au niveau du système et après l'effet que ça a sur les individus. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas d'importance, hein. Il y a le libre arbitre, chacun d'entre nous, en fait, prend ses décisions. Donc, il y a évidemment une variabilité, si vous voulez, qui vient des choix individuels, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est très important quand même, mais ce n'est pas le plus important. Et voilà. Et après, ce que je pense être l'avenir, de plus en plus, c'est qu'on aura finalement des gens qui vont être des experts facilitateurs d'une ou plusieurs de ces dimensions et qui vont fonctionner en intelligence collective avec les managers. Donc voilà, peut-être dernier mot pour dire que moi, ça m'intéresse aussi beaucoup de travailler actuellement sur des grilles de manifestation observables de ces cadres systémiques. Vous voyez, par exemple, on va interroger les managers, les collaborateurs, et leur dire, en fait, est-ce que, de 1 à 5, par exemple, 1, c'est on n'ose pas se dire les choses, voilà, les émotions sont complètement rentrées. 5, c'est finalement, même le stagiaire peut aller confronter le dirigeant d'entreprise ou la dirigeante simplement parce qu'il trouve qu'il est incohérent sur les valeurs, quoi. Et ça, c'est vraiment le cas de sécurité psychologique maximum. Donc voilà, c'est vraiment faire des diagnostics partagés en 360 où vous avez vraiment une image très précise d'où en est l'organisation sur les 5 cadres. Et après, vous pouvez piloter la montée en puissance simultanée en fait sur ces différents cadres pour faire monter en fait le niveau de conscience de toute l'organisation. J'arrête là parce que je pense que j'ai un tout petit peu débordé à peine. Voilà, hop. Et comme je ne vois pas du tout, tout à l'heure je parle, j'espère pas dans le vide, hein. Ah, vous êtes encore là, ça. Nous sommes là, Boris, et nous étions tous, je pense, captivés et et très à l'écoute de tout ce que tu nous as partagé. D'ailleurs, je vois qu'il y a effectivement, des retours, sur le chat. Oui, alors effectivement, merci pour d'avoir posé ce cadre, pour toutes ces, notions, voilà, qui sont très intéressantes. Justement, ça va nous faire, la liaison. L'idée, c'est de se dire, on a bien maintenant compris la notion de performance, des cadres et cetera. Comment effectivement tout ça, on peut, l'incarner en fait, voilà, de manière concrète et ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement avec nous, Barbara et Véronique. Donc, Barbara et Véronique qui sont 2 essaimeuses. Alors et les essaimeurs en fait, c'est un profil voilà, un des acteurs en fait qu'il y a dans le cadre du projet Essaim et d'ailleurs dans ce cadre de ce rôle d'essaimeur, après peut-être Barbara et Véronique, vous pourrez en parler. Elles sont, accompagnées, formées à la méthodologie Essaim pour ensuite, déployer en fait, cette méthodologie-là
au sein de leur écosystème, et notamment Boris intervient dans le cadre de ce parcours auprès des différents SME. Donc, ce que je voulais effectivement, peut-être, Barbara et Véronique, vous laisser la parole. Peut-être déjà un premier rapport d'étonnement, une première réaction sur les retours de Boris, vous par rapport à vos écosystèmes, à ce que vous vivez dans votre quotidien, etc. Donc, je ne parle pas plus, je vous laisse le micro. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas, Véronique, si tu veux commencer. Moi, j'avais des Vas-y. petites réactions, effectivement, sur les propos de Boris, et notamment pour faire le lien avec l'environnement de la formation. Les exemples qu'a donné Boris s'appliquent surtout en entreprise, mais on peut facilement faire le rapprochement avec ce qu'on peut rencontrer dans le cadre de la mise en place de formations, de prestations dans les organismes de formation dans lesquels on travaille. Et je voulais voilà, rebondir là-dessus, notamment, alors moi je suis issue d'un parcours plutôt psycho et RH. Et j'étais intéressée par les éléments sur lesquels repose la théorie de Schutz, notamment sur les différents éléments qui vont contribuer, enfin qui pourraient contribuer à la performance d'une structure. Je voulais rajouter, et j'en avais déjà parlé à Boris lors de l'intervention qu'il avait faite sur Essaim, la notion de personnalité, puisque en tant que psychologue, on s'appuie aussi sur des tests de personnalité, notamment dans le cadre du recrutement, pour essayer d'identifier des collaborateurs et des traits de personnalité des collaborateurs qui laisseraient prédire une certaine forme de performance. Et donc, je voulais m'arrêter là-dessus pour parler notamment d'une expérience, enfin l'expérience Princeps qui avait été menée en psycho par Barry Kemount en 91, et c'est une expérience qui a été reproduite dans de nombreux contextes, qui s'appuie sur la théorie des Big Five. Donc les Big Five, c'est 5 grands domaines de la personnalité. Donc dans cette expérience-là, ils ont testé les liens entre chacun des domaines de la personnalité et la performance au travail sur plusieurs types de performances. Et ils ont établi un lien avec une validité prédictive élevée entre la performance, quel que soit le type de performance en entreprise testée, et le trait de personnalité conscience. Donc la conscience, ça évalue la capacité d'organisation, de planification, de contrôle des impulsions et de respect des normes sociales. Et si on fait le lien notamment avec le cadre de sécurité psychologique, effectivement, quelqu'un qu'on aurait recruté, qui aurait un niveau de conscience élevé, dans un cadre de sécurité psychologique, on va dire négatif, ne serait pas non plus en mesure de pouvoir être performant. Et si je fais le lien avec la formation, avec l'environnement de formation, avec tous les efforts qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place pour le sourcing de nos candidats, de nos futurs apprenants, et notamment le choix, la sélection des apprenants, si on n'arrive pas à mettre en place dans le cadre de nos formations ou de nos prestations un cadre de sécurité psychologique qui permet à nos candidats de pouvoir favoriser leur apprentissage, on risque effectivement, malgré la qualité des candidats, de voir les résultats négatifs ou les personnes échouer. Voilà, donc la question que je voulais poser, ou en tout cas les éléments de réflexion pour les personnes qui regardent et qui participent à ce webinaire, c'est justement quel cadre pourrait-on favoriser dans la mise en place de nos formations pour permettre un cadre de sécurité psychologique. Alors, j'avais peut-être des petites idées concrètes, hein, mais là aussi, si vous avez des idées, on peut les partager ensemble. Par exemple, de manière hebdomadaire, prévoir en collectif des petits flash codev où chaque personne va pouvoir s'exprimer parmi les apprenants, parmi les formateurs, et pouvoir dire, ben voilà, moi, quel est mon problème, et que le collectif puisse réfléchir ensemble à des éléments de solution.
pour qu'on puisse être dans une amélioration continue. Voilà, et notamment, et après je laisse la parole à Véronique, en ce qui concerne les derniers propos de Boris sur les grilles d'évaluation des cas de sécurité en entreprise, je trouverais ça hyper intéressant aussi. Dans le cadre de nos formations ou de nos prestations, pour tout type d'organisme de formation, qu'il soit public ou privé, de participer à la construction de grilles d'évaluation de nos systèmes pour pouvoir tester des cadres de sécurité psychologique et qu'on puisse interroger comme ça des apprenants, des formateurs, des coordos, des responsables de formation et là aussi travailler à élever le niveau de conscience de chacun pour améliorer l'environnement dans lequel on va développer nos prestations et nos formations. Merci Barbara. Et pour ce retour et ces éléments, ces pistes aussi de réflexion, est-ce que toi, Boris, déjà, tu as une réaction avant de passer la parole peut-être à Véronique par rapport à tout ça? Est-ce que ça aussi t'a éveillé des... Si, peut-être, j'agirai après, et comme ça, Ok, Véronique peut s'exprimer. Je dirai un truc ou deux, mais c'est hyper ça clair. marche. Bon, très bien. Bon, laissons la parole à Véronique. Alors, Véronique, dis-nous tout effectivement aussi par rapport à ce qui était présenté et que tu avais déjà aussi entendu Boris dans le cadre du Et parcours oui, récemment que tu as nous, suivi. on a eu la chance Maintenant, d'avoir effectivement, 3 heures d'intervention, donc effectivement, beaucoup plus de contenu aussi. C'est d'ailleurs ce qui nous avait donné envie avec Barbara d'en savoir un peu plus. Et c'est vrai qu'alors si je réagis en mode à la fois rapport d'étonnement par rapport au contenu théorique directement et puis par rapport à ce que moi je peux aussi voir sur le terrain, c'est déjà de se dire que finalement les cadres, ça peut être utilisé à la fois comme une émotion en bien ou en mal, et puis de voir jusqu'où ça peut amener de la déresponsabilisation si tout n'est pas réuni, hein, avec, comme le disait très bien Boris, le fait que si un salarié ne se sent pas suffisamment soutenu, valorisé, reconnu, finalement les choses, il ne va pas s'exprimer et aller jusqu'à mettre en place des stratégies d'évitement et ne plus traiter les problèmes. Et c'est vrai que quand on intervient en entreprise, notamment sur des équipes en tension ou simplement sur de la formation finalement auprès des managers pour prévenir les risques psychosociaux. Je pense que c'est vraiment des choses intéressantes dont il faut leur faire prendre conscience parce que très souvent, voilà, dans une équipe, il n'y a pas de personnes qui veulent mal faire ou qui n'ont pas envie de respecter, qui comprennent pas ou qui se sentent pas concernés, mais simplement peut-être que le cadre n'est pas là et les conditions sont pas réunies pour que la personne donne le meilleur d'elle-même. Donc on le voit effectivement nous dans les entreprises à ce niveau-là, au niveau des formations auprès des managers, et puis moi je le vois aussi à titre individuel auprès des personnes qui arrivent en bilan de compétences où très souvent elles sont un peu tentées de rejeter le bébé avec l'eau du bain et de dire que finalement, voilà, elles sont plus bien dans leur structure, dans leur entreprise. Et souvent, on se rend compte que ce cadre d'inclusion, de reconnaissance ou d'ouverture, finalement, sont pas là. Et que c'est ça qui va manquer à la personne. Et que si on lui donne l'opportunité déjà d'en prendre conscience et de trouver un environnement de travail dans lequel elle va pouvoir retrouver ses prérequis, eh bien finalement, elle va de nouveau pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Donc voilà, on le voit à tous les niveaux, à la fois au niveau individuel et puis au niveau collectif dans l'organisation. Et c'est vrai que l'apport de Boris, qui venait finalement nommer, mettre des mots sur des situations exprimées au quotidien, c'était très riche. Et je pense que sur les formations qu'on est amené aujourd'hui à dispenser, c'est en tout cas des choses sur lesquelles, en termes de formation, action, faire prendre conscience, notamment aux managers, ça a été extrêmement riche. Voilà. Bien, merci Véronique, et je vois effectivement vos réactions via le chat que je prends effectivement, je me permets de lire ce que
ce que nous a mis Anis sur Zatourian sur le chat, c'est quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. Donc je trouvais que c'était une belle citation, effectivement, voilà, qui met en perspective tout ce qu'on a dit également. Donc par rapport à ces échanges, n'hésite pas, Boris, si tu souhaites réagir. Moi, la question que j'avais sinon, effectivement, pour vous, Barbara et Véronique, donc vous avez, dans le cadre de, on l'expliquait tout à l'heure, donc vous êtes TCMeuse, vous avez suivi un parcours pour être formé à la méthodologie ESSIN, pour justement inclure en fait ces éléments de capacité d'agir, de développement des soft skills, etc., dans vos dispositifs, dans vos écosystèmes. Sur ce sujet-là des cadres systémiques, et puis globalement même du parcours SMR, est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez, des actions que vous avez changées, transformées? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a eu des changements de mindset, de posture, des choses en termes d'ingénierie? Voilà, je vous donne des exemples qui ont évolué justement par rapport à votre formation via ESSIN, à ce qui vous, voilà, ce que Boris a partagé, etc. Ça challenge pour vous sur ces sujets. Oui, tout à fait. Juste pour expliquer un peu comment se passe le parcours ESSIN très très succinctement, mais nous avons donc une fois par mois des intervenants experts sur des thématiques. Donc, Boris, on est sur les cadres systémiques, mais entre autres. Et nous, professionnels de la formation, faisons le lien un petit peu avec ce que nous pourrions modifier dans nos environnements de travail. Et pour répondre à ta question, et par rapport à mes missions au niveau académique, qui sont donc plus des missions, on va dire, de pilotage, et pour faire le lien évidemment aussi avec les cadres systémiques, pour ma part, pour transformer, enfin pour essayer de transformer l'écosystème formation dans la structure qui est la mienne, le point de départ, c'est d'impliquer la direction, de faire prendre conscience des enjeux, à intégrer l'innovation, à repenser nos systèmes de fonctionnement. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place puisqu'on est en train de créer un pôle innovation dont Mireille Lopez, qui est parmi nous, hein, qui s'est présentée tout à l'heure dans le chat, que Mireille va piloter. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est déjà enclenché. Donc on se pose les questions en partant d'en haut. Comment inclure toutes ces dimensions-là dans la stratégie de notre réseau et comment le traduire et l'organiser dans notre structure en partant de ce pôle innovation. Et donc, pareil, moi, je réagirais à deux niveaux. Déjà, dans le cadre de l'ingénierie du bilan de compétences, là, pour du coup, qui moi, m'incombe, c'est de faire écho, finalement, à cette nécessité de créer un cadre aussi sécurisant psychologiquement pour les personnes, pour qu'elles ne se sentent pas jugées, qu'elles puissent s'exprimer sans crainte, hein, dans le cadre du bilan, et notamment auprès de nos consultants en particulier. Et puis, sur le volet collectif, plus nos interventions auprès des organisations, justement, c'est d'intégrer vraiment cette notion de cadre dans la prévention des risques psychosociaux, dans le maintien de la qualité de vie au travail finalement, parce qu'on n'est pas toujours dans les risques psychosociaux, il y a la qualité de vie au travail avant, et que les cadres en font finalement complètement partie, si ce n'est le terreau même, hein, de cette qualité de vie au travail. L'idée, du coup, si je peux compléter, Sophie, hein, c'est Oui, pour vas-y, nous, vas-y. en tout cas, c'est donc de partir, d'impliquer la direction, de partir d'en haut pour impliquer l'innovation dans la stratégie. Le deuxième niveau, ça va sans doute être de sensibiliser, former, outiller, accompagner les professionnels des métiers de l'encadrement de la formation au travers notamment de notre plan interne de formation. Et notamment, voilà, en sensibilisant aux notions et aux concepts sur lesquels nous-mêmes, nous avons été sensibilisés dans le cadre d'ESSIN pour outiller les professionnels des métiers de l'encadrement de la formation et décliner ça en design de parcours un peu sans couture, en partant des besoins
de nos bénéficiaires, en essayant de s'affranchir de ce qu'on a l'habitude de faire pour aller vers ce qui est nécessaire de faire. Et puis bien sûr, ensuite, d'agir en direct, avec, nos bénéficiaires pour, favoriser, voilà, le cadre, de sécurité psychologique, comment dire? D'accompagner les soft skills, à tous les niveaux, de proposer des méthodes, innovantes d'accompagnement et pour optimiser l'apprenance. Et enfin, la dernière étape, ce serait de réguler, c'est-à-dire de faire des points sur ce qu'on a mis en place, voir ce qui fonctionne moins, d'être dans un processus d'amélioration continue. Voilà. C'est vrai que dans l'idée de dessin qui est quand même de développer la capacité d'agir chez les apprenants ou d'ailleurs les personnes qu'on va croiser, nous, nos clients, on va les appeler plus clients que apprenants. Vraiment, cette théorie des cadres systémiques, elle a vraiment ce bienfait que de permettre de ne pas empêcher le groupe, en tout cas, de trouver la solution. Et je trouve que ça, c'est plutôt précieux d'en prendre conscience, puisque voilà, on va de la performance, trouver des solutions, mais finalement, on se rend compte que ouais, il y a quand même pas mal de facteurs qui peuvent entraver ça. Et le fait de permettre à chacun de libérer la parole, de pouvoir exprimer ses peurs et ses besoins, et de favoriser, de le permettre d'ailleurs aux personnes de trouver la manière de le faire sans l'imposer. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez précieux et assez puissant comme modèle. Super. Merci effectivement pour vos partages. Donc, on a eu une partie effectivement plus théorique sur les concepts, sur des cadres systémiques. Vous avez commencé à évoquer, Barbara, la façon dont vous imaginez le déployer, comment ça peut se faire, infuser en fait au sein de vos organisations. Peut-être pour continuer à être un peu plus dans du concret pour les participants, pour qu'ils puissent peut-être se projeter par rapport à leur organisation, parce que l'idée, effectivement, c'est qu'on a plein d'écosystèmes un peu différents dans le cadre dessin, l'écosystème de l'emploi, de la formation, de l'insertion, en tout cas, tous ces métiers qui sont très liés, en tout cas autour des sujets de formation d'un point de vue et d'un sens large. Est-ce que peut-être vous avez d'autres exemples? Il me semble que Boris, que tu m'avais évoqué d'autres exemples sur se dire, si on veut travailler sur le sujet des cadres systémiques, peut-être ça commence par se former, peut-être sur le sujet des cadres systémiques ou pas, comme vous le faites là aujourd'hui. Alors, c'était un petit format court, c'est un webinaire d'1 heure, mais c'est un premier pas, je trouve, pour le faire. Mais il me semble que toi aussi, Boris, tu as accompagné d'autres entreprises sur ce sujet, des cadres, pour faire avancer la logique. Moi, justement, je suis en train de construire, d'expérimenter. J'ai mis en place une première formation là-dessus pour les nouveaux associés de Mazars. Voilà, tu vois, chez Mathilde. Également, en fait, actuellement, le groupe Adélaïde, en fait, est en train d'explorer ça. Donc, petit à petit, effectivement, moi, ça m'amène à construire tous les outils opérationnels pour faire l'évaluation à travers des grilles de manifestations observables de l'état de ces cadres. Je m'intéresse énormément aujourd'hui à l'IA, parce que l'IA, en fait, c'est extrêmement intéressant en relation au cadre systémique. Alors, vous me direz pourquoi, en fait. L'usage qu'on fait beaucoup de l'IA aujourd'hui, il est plus individuel, hein, c'est-à-dire, voilà, je pose une question, l'IA me répond, etc., mais pas en corrélation tout ce qui se dit, tous les dialogues, par exemple, dans une organisation, quoi. Et en fait, demain, on va avoir des IA qui vont être des IA open source, et chaque organisation pourra implémenter la sienne, hein. Pour installer votre IA, en fait, et l'éduquer par rapport à vos besoins, etc. Et imaginez, en fait, que plein de collaborateurs, tout le monde parle, en fait, avec l'IA, quoi. Et au bout d'un moment, elle se rend compte et dit, bien, en fait, là, sur le mois, j'ai eu 30 conversations sur, je sais pas, vous voyez, par exemple, la santé mentale des jeunes, quoi. Et là, je vois bien qu'il y a un problème là et là et là, etc. Donc, elle peut commencer à agir un peu comme une sorte de coach organisationnel. Et finalement, en fait, épargner au coach organisationnel qui, aujourd'hui, sont obligés de courir partout pour essayer de comprendre ce qui se passe, et souvent se base sur leur intuition, quoi. Bah là, on pourrait vraiment avoir des diagnostics, des vrais diagnostics systémiques, quoi, en fait. Vous voyez, ça demanderait juste de changer l'usage de l'IA et de passer d'un usage qui est très atomiste à justement un usage qui est systémique, en fait. Parce que tout le truc, c'est vraiment de changer de regard, hein. C'est vraiment de considérer, en fait, le système dans son ensemble et d'arrêter de dire, ah bah tiens, parce qu'il y a un truc qui dysfonctionne ici, on va traiter ça, en fait. Et il y a je ne sais combien d'organisations, parce que le technicien, en fait,
qui agit sur le réseau dans une boîte, enfin voilà, une entreprise de, je vais pas les citer, hein, mais dans l'énergie par exemple, on se rend compte en fait qu'il a du mal à avoir de la qualité d'échange émotionnel avec le client, quoi. Mais en fait, en réalité, ça vient du codir. C'est-à-dire que comme au niveau du codir, tous les gens sont dans leur tête complètement fermés au niveau émotionnel, quoi, en fait, et ben, c'est ce qu'on appelle les reflets systémiques. Même s'ils ne sont pas directement en relation avec les techniciens, ça va se refléter inconsciemment, en fait. Ça va se propager à toute l'organisation. Donc là, il faut traiter la tête. Et parfois, ce qui va se passer, c'est que le codir est insécurisé à cause de ces investisseurs. Et donc là, il faut encore remonter à ce niveau-là, en fait. C'est vraiment comprendre comment tout ça interagit. Et Pascal avait posé une question super intéressante sur le rapport au niveau de conscience. Donc effectivement, là, je faisais référence au modèle de Gray's, qui est un psychologue américain. La spirale dynamique, c'est l'idée en fait que l'individu, les collectifs sont ici pour monter en conscience. On est ici pour gagner en conscience, en fait, sur Terre. Et en fait, ce qui va parfois empêcher cette montée en conscience, c'est que vous aurez un blocage sur l'un des cadres. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps qu'il a fait une immersion dans les familistères. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les familistères. En fait, c'est les utopies sociales qui, au tournant du siècle dernier, ont été en fait lancés par quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Gaudin, qui était un visionnaire extraordinaire dans le monde économique, un grand capitaine de l'industrie française. Et puis, il a réuni tous ses ouvriers pour dire maintenant, vous allez tous devenir actionnaires de l'entreprise. C'est-à-dire que je vais vous donner en fait des titres et ça va devenir une entreprise vraiment participative. Et il a créé en plus derrière le familistère, c'est vraiment un truc pensé comme une espèce voilà, effectivement comment dirais-je, de collectif qui fonctionne en intelligence collective, dans un habitat, dont l'espace même est pensé pour ça, etc. Et il a eu une déception énorme, en fait, parce que le jour suivant, il passe devant la rivière qui sort de l'usine, et là, il retrouve plein de titres en train de flotter dans l'eau, quoi. Et en fait, c'est même pas que les gens étaient contre lui, hein, c'est qu'ils comprenaient pas ce qu'il avait dit, en fait. Vous voyez, c'est que aucun ouvrier n'a osé lui poser la question en disant: «Mais c'est quoi cette histoire de titre? Je sais même pas ce que c'est, en fait». Donc ils ont pris les trucs, ils ont dit: «Mais c'est du papier, c'est pas de l'argent», ils l'ont jeté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est un exemple, en fait, de cadre de sens qui est soutenu par un cadre de sécurité relationnelle, psychologique. Et si les ouvriers avaient osé dire les choses, ils auraient dit: «Mais patron, on comprend même pas de quoi vous parlez, quoi». Là, il aurait pu expliquer, il aurait pu un peu plus construire le cadre de sens et après ça aurait pu se faire, oui. Après il l'a fait, hein. Mais c'est juste pour expliquer que souvent quand un collectif est pas prêt à franchir un cap en termes de saut de conscience, bah, vous voyez, on lance des process vision, on leur dit: «Bah, tiens, voilà, on va transformer l'entreprise comme ceci ou comme cela», quoi. Alors qu'il y a même pas cette question de juste, je comprends même pas ce qui se passe là, en fait. Vous voyez, donc c'est vraiment en fait, ça aide beaucoup, je pense, à comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi même il y a des régressions qui peuvent être très décevantes, hein, pour des dirigeants qui essaient de lancer des transformations ambitieuses, voilà, c'est vraiment tout ça que ça permet de faire, en fait. Bon, je parle de nouveau beaucoup, mais sur la N'hésitez question de pas, Pascal, ouais, oui. peut-être Vas-y, là-dessus, est-ce que oui. d'une organisation est égale au niveau de conscience le plus bas dans l'organisation? Je dirais en fait que ça part d'abord en fait des leaders. C'est-à-dire, en tout cas, ce qui est sûr, j'ai plutôt la règle, c'est celle-là, le niveau de conscience d'une organisation ne peut pas dépasser le niveau de conscience de ses leaders. Donc si vous avez des leaders en fait qui sont prisonniers de peur en particulier, la dimension d'ouverture ne sera jamais assurée. Ils ne sont jamais vulnérables en fait. Comme ils ne sont jamais vulnérables, ils sont toujours invincibles, ils sont toujours, etc. Donc ça, on retombe exactement dans le cas psychologique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire ça va alimenter un sentiment d'incompétence dans toute l'organisation. Tout le monde va se sentir en termes d'estime de soi faiblement efficace, faiblement, etc. Donc je pense que c'est plutôt ça. Après, vous pouvez très bien avoir des organisations ou dans des filiales, dans des équipes en particulier, et cetera, il y a un niveau de conscience élevé, hein, beaucoup plus élevé que dans le reste de l'organisation. Dans les grands groupes, il y a, des endroits où c'est opale, des endroits en fait où c'est orange, et cetera, en termes de niveau de conscience, dans ce type de référentiel-là, quoi. Donc ça peut être très, très éclaté, quoi, mais ce qui va à la fin tout unifier, c'est que, d'abord les dirigeants incarnent pleinement le cadre, quoi. Oui, c'est vraiment ça part d'eux, hein, ça c'est sûr. Merci, je vois qu'on est bientôt arrivé à la fin de ce webinaire. Je me fais le timekeeper pour que vous puissiez tous partir à l'heure. Dans les 3 minutes là, qui nous restent, ce que je souhaiterais peut-être, c'est juste refaire un petit tour de table pour vous redonner la parole, Barbara, Véronique et Boris. Peut-être, si vous avez envie de terminer ce webinaire par un mot, un conseil, quelque chose voilà, à offrir, un petit cadeau à offrir, justement, un message pour nos participants. Voilà, je vous laisse la parole si vous souhaitez, encore dire un petit mot et puis après je conclurai le webinaire. En un mot, c'est un peu compliqué, mais effectivement, le temps presse.
Non, moi je voulais dire, mais en un mot ce sera pas possible, mais très, très rapidement, que, tout ça nécessite sans doute un changement de posture. Et pour ça, il faut arriver à s'affranchir des automatismes, que l'on a, notamment en partant des besoins. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment, une des clés. Avancer sans mais. On a fait un exercice, très chouette avec Mireille, en équipe, où on n'avait pas le droit de dire mais. On devait étudier faire une étude de cas sans dire mais. Et en fait, il y avait 2 groupes et on est arrivé à un même type de résultat. Et les mais, en fait, on les traitera dans un deuxième temps, en fait. Et puis, le dernier point, peut-être aussi, rester en réseau, développer des partenariats, et s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, voilà. Ça aussi, c'est très inspirant. J'arrête là. Parfait, merci Barbara d'avoir joué le jeu. Véronique, je vois que tu allais peut-être Ouais. prendre la suite. Alors en un mot, c'est vrai que c'est pas simple. Moi, je dirais peut-être pour voilà développer l'intelligence collective, la performance. Effectivement, c'est des choses qu'on un peu incantatoires finalement. On a l'impression que ça peut venir comme ça uniquement des individus et peut-être que voilà, il faut à la fois que justement le cadre soit là pour permettre aux individus de donner le meilleur d'eux-mêmes et de donner tout son jus à cette intelligence collective. Merci Moi, je dirais en fait, Véronique. en un mot, c'est mon tour d'expérience, c'est commencer à déployer les cadres systémiques dans l'organisation. L'exemple de Kaby, c'est vraiment ce que j'ai vu le plus fonctionner vraiment, quoi. C'est-à-dire que ça se déploie à partir de petits groupes, vraiment de petites équipes. Voilà, pour moi, c'est entre 6 et 8, quoi. Et c'est revoir un peu le fonctionnement de l'organisation autour de ce modèle-là, quoi. Et c'est très puissant quand c'est dans le cas de Kaby, c'était même pas du codev, hein, c'était vraiment un sac de résonance. C'est qu'est-ce que je ressens? Et ça peut paraître fou parce que vous dites, mais comment le fait de passer 1 heure par semaine dans une équipe à dire ce que je ressens, ça a le moindre impact sur la performance? Et ben, c'est au cœur de tout, en fait. Voilà. Et alors finalement, je l'ai, le mot, c'est dialogue en entreprise. Je pense que voilà, favoriser au maximum. Super. Et ben, en tout cas, merci à vous. Je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. Merci Boris, merci Barbara et Véronique, pour ces échanges qui étaient super intéressants. Bien sûr, vous aurez, merci à vous tous pour votre participation à ce webinaire Essaim. Vous Merci à toi, aurez, quand même. ah, attends, vous aurez bien sûr, je t'ai pas entendu Boris, Merci à toi, Sophie, aussi. ah Tu vois, bah, merci beaucoup. Vous aurez accès au replay de ce webinaire. Moi, j'ai juste 2 points importants à vous donner avant de partir. Le premier, c'est que si vous voulez, notre prochain webinaire aura lieu le 7 mai, qui aura lieu sur, voilà, si vous voulez concrètement savoir comment vous pouvez intégrer ça, votre rôle, les actions que vous pouvez avoir et un peu ce projet, parce qu'on l'a pas encore véritablement abordé, on était plus sur, voilà, sur l'inspiration aujourd'hui. On vous remet le lien sur le chat, vous pouvez vous inscrire, c'est le 7 mai. Et le deuxième point important, c'est si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, à vous abonner à notre newsletter, à aller sur notre site internet, à aller dans la rubrique contact, etc. On sera un plaisir de continuer à échanger avec vous. Merci encore à tous pour votre participation. Merci à vous, nos 3 speakers. Et puis, je vous dis une bonne après-midi, une bonne journée et à très vite. Au revoir. Merci, au revoir.